Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment implémenter les composants de sélection avec les cadres d'outils Jetpack Compose, lesquels composants qui respectent les règles et principes de Material You. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer à implémenter le tout premier composant qui est les radio buttons. En fait, imaginez, nous avons plusieurs options. Et parmi ces options, par exemple, on vous demande de sélectionner une seule option. Dans ce cas, le composant UI qu'il faut utiliser, c'est le radio box. En fait, pour commencer, je vais d'abord déclarer à ce niveau une variable val list option. Et ici, je vais initialiser cette variable par une liste. Ça sera une liste de chaînes de caractères où la première chaîne de caractères, ça c'est la option 1. La deuxième, option 2. La troisième, ça sera option 3. Voilà, j'ai ma liste d'options. Maintenant, je suis appelé à créer une interface utilisateur qui va me permettre de sélectionner parmi ces options ici, de sélectionner une seule option. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, je vais utiliser les composants Radio Box. Heureusement, les ingénieurs de Jetpack Compose ont déjà implémenté pour nous la fonction composable qui nous permet au fait d'implémenter le composant Radio Button sans trop de complexité. Et la fonction en soi, c'est Radio Button. En fait, je vais afficher autant de composants radio button selon le nombre d'options que j'ai ici. Pour ce faire, je vais parcourir la liste. Liste option par la boucle for each qui retourne chaque élément de la liste ici. Option. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, pour chaque élément de la liste, je serai en train d'afficher un radio button. Non seulement un radio button, mais à droite, je serai aussi en train d'afficher un texte qui présente au fait l'option que l'on souhaite cocher. D'où je vais les organiser dans la fonction composable de mise en page row, comme ceci. Et à l'intérieur, j'aurai radio button, comme ceci. Voilà, ça prend plusieurs paramètres, comme vous pouvez les voir. Mais les paramètres obligatoires ici, il s'agit de paramètres selected, qui est du type boolean, pour savoir si le composant radio button est sélectionné, mais aussi les paramètres onClick. Voilà pour définir les instructions lorsqu'on clique sur le radio button. Déjà ici, je vais définir les paramètres selected. Quand est-ce que je saurai si le radio button est sélectionné? En fait, je vais déclarer juste ici une variable d'état var. Je vais la nommer selected par ce niveau, juste ici. Je vais la nommer val selected option, option sélectionnée. C'est une variable d'état. Je vais l'affecter par délégation, remember, c'est mieux. Et là, je vais initialiser ceci par mutable state of. Par défaut, je veux qu'il n'y ait aucun élément parmi ces options qui sera sélectionné, d'où je vais initialiser par nil. Pour ce faire, je dois préciser ici les types de selected option. C'est vrai, ici c'est nil, mais on ne sait pas c'est la valeur nil de quel type de données, d'où ici, comme ceci, ça sera une valeur de type string, comme c'est initialisé par nil, donc ça sera nilable, donc je vais ajouter ici ce signe. Alors ici, je vais importer l'accesseur state get value. Ça sera modifié, donc ici c'est var. Comme c'est var, je vais aussi importer le mutateur, mutable state set value. Cool.
C'est bon. Maintenant ici, pour permettre au compilateur de compose de savoir si tel ou tel autre radio box qui est sélectionné, on sera ici en train de vérifier cette expression booléenne, option. Voilà, on sera en train de vérifier si le texte de chaque radio button est égal à la valeur de selected option. Voilà, et juste en bas, au paramètre on clique. Ici, qu'est-ce que serait en train de faire? Chaque fois quand on clique sur un radio button, on sera en train d'affecter à la variable selected option, on sera en train d'affecter option. Lorsque option est affecté dans selected option, voilà, directement, option sera égal à selected option et bingo, le radio button en fait sera sélectionné. Mais tout dépendra de quelle option on a cliqué, parce que ici nous sommes en train de parcourir les tableaux avec la boucle for each. Voilà, et juste ici en bas du radio button, je serai en train d'afficher le texte comme ceci. Le texte en soi, ça sera directement la valeur qui se retrouve dans l'argument option. Voilà. Je vais exécuter l'application pour voir ce que ça va donner. Ça marche. Vous pouvez voir, voilà, la mise en page n'est pas encore bien respectée. Lorsque je clique ici, et oui, c'est bon. Lorsque je clique, voilà, c'est la deuxième option qui est cochée. Et voilà. Alors, pour appliquer un peu une bonne mise en page, à ce niveau, je vais définir les paramètres vertical alignment à alignment center vertically. Voilà, on peut voir que ça s'aligne sur une même ligne. En tout cas, c'est bon. Je clique ici, c'est bon. Voilà, c'est coché. Mais le problème ici, lorsque je clique sur les textes, en tout cas, ça ne donne pas. Ici, l'utilisateur peut cliquer sur les textes. Normalement, la bonne expérience serait que lorsqu'il clique, que ce soit sur les textes ou sur les radio buttons, que ça soit coché. Pour ce faire, l'événement pour définir le radio button coché doit être défini au niveau de la fonction composable row, laquelle fonction imbrique au fait les radio buttons ainsi que les textes. D'où, juste à ce niveau, je vais définir les paramètres modifiés à l'objet modifier. Je vais appeler ici les modificateurs selectable. Pourquoi selectable? Tout simplement parce que j'aurai la possibilité de sélectionner plusieurs options. Des fois, je vais sélectionner option, des fois option 2, des fois option 3. C'est pourquoi je mets ici selectable. Et au premier paramètre, selected, ça sera lorsque option égale à selected option. Je vais copier la même chose et je vais coller ici. Et on clique ici, c'est là que j'ai défini alors cette instruction qui permet d'affecter à la variable d'état selected option à l'option, voilà, l'option courante. Alors ici, pas besoin de définir les instructions, d'où, comme vous pouvez voir ici, c'est nilable. On a les points d'interrogation ici, donc je peux définir ici nil. Toujours au niveau du selectable, je dois définir les paramètres role pour déterminer au fait les rôles de la fonction row ici, et voilà, de l'action selectable. Ça sera à partir de l'objet role. Voilà, il s'agit du radio button. Voilà. Je pense que là c'est bon. Je vais essayer pour voir si ça va marcher. Lorsque je clique sur option 1, voilà, c'est bon. Et lorsque je clique, en tout cas c'est bon. Là, ça donne une belle expérience utilisateur.
Je veux ajouter la marge à 16 dpi que je vais importer. C'est bon. Lorsque je clique, voilà. C'est bon. Voilà comment on peut intégrer les radio buttons dans votre application. Voilà. Voyons voir maintenant comment est-ce qu'on peut intégrer les composants checkbox. C'est aussi un composant de sélection qui est plus utilisé dans plusieurs applications selon les cas d'utilisation. Ici, ce que je vais faire, je vais réduire ceci. Je vais mettre ceci dans une colonne. Voilà, c'est bon. Et juste en bas, je vais ajouter ici un diviseur. C'est aussi une fonction composable, horizontal divider. Voilà, c'est bon. Et juste en bas, on va essayer un peu de voir comment on peut intégrer le composant checkbox dans une application avec Jetpack Composer. Voilà, comme pour les radio box, en fait, on aura un checkbox à gauche et juste à droite, on aura un texte de description de ce checkbox pour permettre à l'utilisateur de voir ce qu'il souhaite cocher. Pour ce faire, on va le définir dans la fonction row, comme on l'a fait pour le radio box. Et là, voilà, à l'intérieur, j'aurai les checkbox, comme ceci, qui a plusieurs paramètres. Nous avons ici le paramètre checked, qui n'a pas de valeur par défaut. On checked change, qui est une fonction qui n'a pas aussi de paramètres par défaut. Et c'est nulable. Les autres ont des valeurs par défaut. Voilà, comme on l'a fait pour Radio Button, l'événement sera défini au niveau du row. D'où, à ce niveau, je vais définir l'argument au paramètre modifier. Ça sera un modifier. Et ici, l'action, ça sera toggable. Pourquoi pas selectable? Tout simplement parce qu'ici, nous aurons juste un seul choix. Donc, c'est mieux de faire à ce que ça soit toggable. Voilà. Comme value, ici, la valeur ici, c'est une valeur type booléenne. En fait, cette valeur sera une variable d'état, d'où à ce niveau, je vais déclarer une variable d'état val box checked. Voilà. By remember savable. Et là, je vais initialiser par mutable state of. Par défaut, ça aura la valeur false. Alors ici, directement, la valeur ici, c'est box checked on value change. Ici, c'est une fonction. Je serai en train d'affecter à la variable box changed le contraire de la valeur qu'on retrouve dans box checked. Si c'est true, c'est que c'est false. Si c'est false, c'est que ça sera true. Donc ici, pour ce faire, je vais juste précéder la variable box checked par le signe d'exclamation. Donc ici, si c'est true, si je déclenche ceci, c'est que la valeur qui sera affectée, ça sera false. Et si c'est false, voilà, la valeur, ça sera true. Je vais aussi définir ici le paramètre role. Comme role ici, il s'agit du checkbox. Voilà. Notre checkbox ici, au paramètre checked, voilà, on sera en train de vérifier ici la valeur du box checked. Et à l'événement on checked change, comme tout est défini au niveau de la fonction composable row, ici, je mets juste nil. Voilà. Et juste à côté, à droite, un texte. Je vais mettre ici cocher ces choix par exemple.
Voilà. C'est bon. Ici, tout est bon. Je vais essayer pour voir si ça va marcher. Lorsque je clique ici, voilà, c'est coché. Lorsque je clique encore une fois, c'est décoché. Vous pouvez voir, même si je clique sur les textes, voilà, c'est bon. Pourquoi? Tout simplement parce que au lieu de définir l'événement on value change au niveau de checked box, nous l'avons défini au niveau de la fonction row. Et c'est bon pour nous. Ici, je vais ajouter la marge padding à 16.dp, c'est bon. Voilà, ça marche comme vous pouvez les voir. Nous allons voir maintenant comment implémenter un autre composant de sélection qui est le composant menu. En fait, c'est aussi un composant qui est couramment utilisé. C'est mieux de savoir comment est-ce que vous pouvez intégrer cela dans votre application conçue avec Jetpack Composant. Juste après ces rows, je vais ajouter un autre divider, horizontal divider. Voilà, on a fini avec le radio box. Nous avons fini aussi avec les checkbox. Nous allons voir maintenant comment on peut intégrer le menu. Déjà ici, je vais ajouter un bouton. Nous avons déjà vu comment ajouter un bouton dans votre application avec Jetpack Composant dans la leçon précédente. Nous allons ajouter ici un icon button. Voilà, on va définir ici les paramètres on-click. Pour le moment, on va rien définir. Et à ce niveau, ça sera une icône par la fonction composable icône. Au paramètre image vector, je vais affecter à partir de l'objet icons default. Voilà, ça sera l'icône more vertical. Voilà, comme ceci. Et au paramètre content description, je vais mettre par exemple afficher icône. Voilà, c'est bon. Laisse-moi voir lorsque j'exécute l'application. C'est bon, nous avons notre icône ici. L'objectif ici est que lorsqu'on clique sur cette icône, qu'on affiche au fait un menu comme un pop-up. Alors pour ce faire, il y a une fonction composable dont le nom est drop down menu. Je l'ajoute juste ici en bas de l'icône. Drop down menu. Au fait, la fonction a aussi plusieurs paramètres, mais les paramètres obligatoires, ici il y a les paramètres expanded et on dismiss. Expanded, ça prend une valeur de type boolean pour savoir si le menu est affiché ou pas. Et pour savoir cela, je vais créer une variable d'état. Encore une fois ici, ça je vais réduire. Voilà. Je vais créer une variable d'état. Encore une fois ici. Var menu expanded. Voilà. By remember savable. Mutable state of que j'initialise aussi à false. Alors ici, drop down menu expanded, ça sera en train d'être affiché lorsque menu expanded sera égal à true. Et la fonction on dismiss request lorsque cette fonction sera déclenchée. Lorsqu'on clique par exemple à côté, tout ça du menu, on sera en train de mettre menu expanded à false. Parce que voilà, la fonction ici s'exécute lorsque menu est à true. Et lorsque menu expanded est à true, c'est que le drop-down menu est bien visible. Alors ici, qu'est-ce que je vais afficher comme menu? En fait, je vais me servir
du même tableau ici, le tableau List Option. Et les différentes options qui se retrouvent ici vont jouer pour moi le rôle de menu. Alors, List Options par la boucle for each qui retourne ici chaque option. La 10. Alors ici, dans drop-down menu, pour chaque option, je serai en train de définir l'élément drop-down menu item qui prend comme paramètre ici texte. Et là, je vais définir la fonction composable texte. Directement, je serai en train d'afficher option. En plus du paramètre texte, il y a les paramètres on clique où je définis quelle action effectuer lorsqu'on clique sur l'item au fait du menu. Dans ce cas, je ne serai pas en train de faire grand chose. Ici, voilà, je vais instruction sur le menu. Cliquez. Et après l'instruction du menu, cliquez. Voilà, je remets menu expanded à false pour ne plus afficher au fait le menu parce que j'ai déjà cliqué sur l'item du menu. Lorsque je clique dessus, voilà, le menu doit aussi disparaître. Voilà, c'est ça au fait. Voyons voir si ça marche. Je crois que c'est tout. Lorsque je clique ici, rien ne s'affiche. Lorsque je clique sur les boutons, sur icon button, je dois assigner à la variable d'état menu expanded, je dois assigner la valeur true parce que par défaut, c'est false. Aussi longtemps que c'est false, le menu ne peut pas être affiché. Pour que le menu soit affiché, ça doit être à true. Et l'action qui nous permet ici d'afficher le menu, c'est l'action qui sera réalisée sur le bouton icon button. Et jusque-là, on n'a rien encore défini comme instruction. D'où, à ce niveau, menu expanded, je ramène ça à true. Et vous allez voir que ça va marcher. Donc, à ce niveau maintenant, lorsque je clique sur icon button, voilà, nous avons les menus. Et lorsque je clique sur un élément, voilà, le menu disparaît. Comme vous pouvez les voir. Drop-down menu a aussi plusieurs paramètres ici. Très important. Vous pouvez voir leading icon. Par exemple, si vous souhaitez afficher quelques icônes ici au début de chaque menu. Je vais essayer d'illustrer ça. Leading icon. Ici, je vais appeler la fonction composable icon à l'objet image vector. Je vais affecter à partir de l'objet icons default. Disons que voilà, c'est juste un exemple. Et je vais, disons que j'ai mis ça. Content description. Pour aller vite, je vais mettre nil, bien que c'est pas. Ok, c'est bon. Lorsque je clique ici, voilà. Pour chaque icône, il y a une petite icône au début. Donc, vous pouvez ajouter tout ceci selon les contextes de votre application. Voilà. Enfin, nous allons voir un autre composant de sélection qui est aussi plus utilisé. En attendant, je vais ajouter ici horizontal divider pour marquer au fait une ligne. Et juste ici en bas, les composants que nous allons voir maintenant, c'est le composant switch qui permet d'activer ou de désactiver soit une fonctionnalité, soit une option selon le cas d'utilisation de votre application. Pour ce faire, je vais représenter cela dans un row comme ceci. Voilà. Et voilà, les rows va remplir au fait toute la largeur de l'écran, d'où modifier à modifier.fill max width. Ok, au début il y aura un texte.
où je vais mettre par exemple activer. Je vais au paramètre texte, activer cette fonctionnalité. Voilà. Si vous êtes par exemple d'accord. OK. Et juste à côté, c'est là que nous allons maintenant définir les composants switch avec la fonction composable switch, comme ceci. Il y a aussi plusieurs paramètres. Mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le paramètre checked et unchecked changer. Alors ici, ça sera aussi observé à partir d'une variable d'état var switch checked by remember variable que j'initialise par mutable state avec la valeur false aussi. Par défaut, ça ne sera pas activé. Alors ici, au niveau du paramètre checked, je serai en train de vérifier la valeur de la variable switch checked. Si c'est true, c'est que c'est activé. Si c'est false, c'est que ce n'est pas activé. Et le deuxième paramètre que je dois définir ici, c'est on checked change. Voilà, ici, ce que sera en train de faire, c'est juste assigner la nouvelle valeur à la variable d'état switch checked. La valeur sera juste le contraire de la valeur actuelle. Donc, si switch checked est true, c'est qu'on affecte false. Si switch checked est false, c'est qu'on affecte true. Et pour réaliser cela, juste, je vais précéder la valeur de switch checked par le signe de point d'exclamation. Cool. Voilà, et un petit décalage. Je vais aligner verticalement, vertical alignment, center vertically. Voilà, c'est bon. Je vais essayer un peu d'ajouter la marge par padding, marge de 16 dp. Là, c'est bon, ça ne colle pas trop. Voyons voir lorsque je clique sur le switch. Voilà, vous pouvez voir que c'est activé quand c'est activé. Lorsque je clique, ça désactive. Quand c'est désactivé, lorsque je clique, ça active. Lorsqu'on active l'icône par défaut, voilà, c'est ça. Ça change les thèmes et on peut apporter une certaine configuration lorsqu'on active par exemple un switch box, qu'on affiche une autre icône pour marquer que c'est activé. Et là, il y a le paramètre ici, temp content. On peut dire par exemple, quand c'est activé, if switch checked, quand c'est activé, alors au lieu d'afficher juste cette icône comme ceci, nous voulons plutôt que ça nous affiche l'icône icon image vector icons default check. Voilà, content description par exemple coucher. Et là on va définir la taille de cette icône pour ne pas perturber au fait les principes et règles de Material You par modifier point size. Et là ça sera à partir de valeurs par défaut du switch default. En tout cas, toutes les valeurs par défaut du switch se retrouvent dans cet objet. Et là, je vais juste appeler icône size. Voilà. Remarquez maintenant, lorsque je clique ici, voilà, nous avons quelque chose de très cool. Nous avons l'icône check à l'intérieur et c'est très bon.
Voilà au fait comment est-ce qu'on peut implémenter quelques composants de sélection dans une application conçue avec Jetpack Compose, lesquels composants qui respectent les règles et principes du Material Design 3. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. À la prochaine.